Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de World Building. On va s'attaquer à la partie de l'architecture. Par l'architecture, j'entends bien l'architecture des bâtiments. Je ne parle pas ici d'architecture de monde ou d'une liste d'étapes qui serait nécessaire pour commencer à créer votre univers. Là, on va vraiment parler de construction. Si jamais vous êtes habitué de cette chaîne, vous commencez un petit peu à connaître la musique, sinon vous allez la découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Et on va faire un point à la fois sur de la littérature, donc des véritables exemples de situations de World Building qui ont été analysées par des personnes qui font de la recherche dans le domaine, aller s'attaquer aussi un petit peu à des questions de world building sur notamment Reddit et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut croiser des différentes réponses qui auront été là, chercher un petit peu quelques articles pour essayer qu'on aura à dire, trouver nos sources, et ensuite on essaiera de tresser une manière de faire. Bien évidemment, comme à l'accoutumée, ça ne reste qu'une seule manière de faire, c'est une sorte d'état de l'art, mais la partie d'interprétation reste soumise à mon jugement, et à ce titre-là, je ne peux que vous engager à forger votre propre opinion. Aussi, si jamais vous êtes en désaccord avec certaines des thèses que je vais avancer, il n'y a à la fois rien de plus normal et rien de plus sain. Je vous invite effectivement à aller en commentaire pour donner votre opinion. À partir du moment où un choix est justifié par des arguments, celui-ci est totalement valide. Avant qu'on commence réellement, j'aimerais qu'on pose une petite question qui peut paraître complètement stupide, mais qui pour autant va nous permettre de définir notre cadre d'étude. L'architecture, qu'est-ce que c'est? Si je reprends la définition Wikipédia, ce que je peux trouver, c'est que l'architecture, c'est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir des édifices en respectant des règles de construction empiriques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, classiques ou nouveaux, de forme et d'agencement d'espace, en y incluant les aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice et à son intégration dans son environnement, quelle que soit sa fonction, habitable, sépulcrale, rituelle, institutionnelle, religieuse, défensive, artisanale, commerciale, scientifique, signalétale, muséale, industrielle, monumentale, décorative, paysagère, voire purement artistique. Au-delà de cette énumération qui est un peu longue, en fait on comprend que c'est à l'interface de pas mal de domaines. Autant du domaine de comment est-ce que les gens vont l'habiter, quel va être l'usage de la structure, que également des contraintes d'intégration dans un environnement, que ce soit juste sur des critères esthétiques ou sur des critères environnementaux, qui seront possiblement plus ou moins à cœur des sociétés que vous aurez à manipuler. On y parle également d'une notion d'espace, une ressource qu'il va falloir allouer en superficie mais aussi en hauteur. L'architecture va dépendre donc également des capacités qu'on aura par exemple à superposer des étages ou de la signification qu'on aura accordée. C'est un outil de société par lequel à la fois la vision des constructeurs va s'exprimer, mais également les impératifs qui leur sont apposés et les limitations du milieu, parce que si on n'a pas telle ou telle ressource, on ne va pas pouvoir construire exactement tel qu'on le souhaite. Ces préoccupations vont être au cœur de toute notre réflexion. Elles vont revenir tout du long et on va essayer de les décortiquer et de voir dans quel cas on a vraiment à les prendre en compte. Vous connaissez ma manière de procéder, première chose que je suis allé faire, me diriger vers le Reddit World Building. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Pour une fois, j'ai trouvé directement l'article dont j'avais besoin. Un article qui va nous permettre de vraiment bien introduire notre topic, de bien cerner les limites de celui-ci, et en même temps de vous apporter une sorte de checklist. Celui-ci brasse à peu près toutes les facettes que l'on peut se poser de prime abord pour créer son architecture. Celui-ci s'intitule A Guide to Common World Architecture, donc autrement dit, un guide à l'architecture de sens commun. Ce terme, le Common Sense Architecture, nous vient de John S. Taylor, qui donc a rédigé un livre du même nom, et dont l'auteur du post se sert majoritairement comme ressource, et va donc en fait un petit peu résumer les thèses qui sont présentées à l'intérieur du livre. Dans une première partie, système structurel, l'auteur du post revient en fait sur les différentes structures qui peuvent être présentes sur vos bâtiments. Par exemple les arches, la forme des toits, ce qui va être également tout ce qui est corbeille, tout ce qui est ornement, et en embrassant donc un certain nombre d'exemples qui vous permettent de vous faire une idée de ce que sont ces différentes structures et de comment les intégrer à l'intérieur d'un bâtiment. Au-delà de ça, on a tout ce qui va être les contraintes climatiques. Comment rester au chaud, comment rester au frais, également comment lutter contre ce qui va être les précipitations, les intempéries, le vent, tout ce qui va être aussi les risques sismiques, les animaux sauvages. Ensuite, dans une troisième partie, toutes les questions culturelles. Comment est-ce que les sociétés s'organisent et donc comment est-ce que la sédentarisation se met en place. Et je trouve que cet article a le mérite d'embrasser à peu près toutes les facettes dont on a besoin de prime abord. Fait une bonne checklist de est-ce que j'ai fait attention à telle chose et permet à minima de créer quelque chose de très cohérent, même si on ne va pas aller dans les tout petits détails. Des fois, on n'a pas besoin d'aller extrêmement loin et juste avoir cette checklist en tête permet déjà de s'assurer qu'on a une base très solide. En fait, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de donner
vraiment une identité à un ensemble architectural, d'extraire une espèce de canon, une espèce de stéréotype qu'on va pouvoir appliquer à tous les bâtiments de la région. En fait, il faut que du premier coup d'œil, quand on regarde une de vos cités, on a une description sous les yeux, on soit capable de se dire « Ok, on est globalement dans tel environnement, il y a telle contrainte qui s'applique, que ce soit en termes de ressources qui soient à disposition ou en termes d'aléas, qu'on comprenne en fait quels sont les enjeux de la région juste par les architectures et que par les ruines qui en découleront plus tard, on comprenne quelles lacunes il y a eu ou au contraire, est-ce que c'est juste un écroulement de la société. Tout d'abord, le fait d'avoir une architecture va supposer qu'on est une société sédentaire. Parce qu'en effet, face à des sociétés nomades, on va moins avoir cette problématique qui va être liée à l'agencement et l'occupation dans l'espace, étant donné que tout sera moins figé. Si un jour on pose une tente à un endroit et qu'au final on a besoin de la déplacer pour une autre activité pendant les quelques jours qu'il nous reste à être dans l'endroit, ça va être quelque chose de moins ardu que de déplacer toute une forge d'un point A à un point B. Et à ce titre-là, la contrainte spatiale vient par la sédentarisation, le fait qu'on construise des choses en dur. L'architecture est un moyen comme un autre pour les personnages d'une histoire d'interagir avec un univers. Et en effet, les personnages y sont sensibles, ça peut être une corde de plus sur laquelle vous pouvez jouer au final pour faire entrer les lecteurs ou les auditeurs à l'intérieur de l'histoire. En effet, si jamais vous avez un œil particulier pour l'architecture, personnage par lequel donc on va expérimenter le monde que vous nous présentez, va pouvoir être en mesure de faire des remarques, des critiques vis-à-vis de cela. Même sans être un expert en architecture, il peut simplement avoir de l'architecture de sens commun, avoir été amené à voir comment est-ce que dans sa ville, tel ou tel bâtiment s'avère être construit, et voir au fur et à mesure de ses périples que les bâtiments dans d'autres régions ne sont pas construits de la même manière, et être amené à se poser des questionnements. Manquer cette ficelle serait un petit peu aussi appauvrir votre monde. Le personnage ne manquerait pas spécialement de remarquer, étant donné qu'il ne serait pas architecte, mais par contre, vous, en tant que lecteur, vous sentiriez peut-être un peu moins tiré à l'intérieur de l'histoire si on vous fait une seule description de bâtiment à un seul moment dans tout un roman, et que, bien, il n'y a rien d'autre pour caractériser les lieux qui entourent. On s'imagine du coup juste des chaumières, mais en tout cas, la caractérisation d'architecture fait partie de la caractérisation de lieu, et ce serait un petit peu dommage de la rater. Mais, justement, on peut se poser la question de comment faire toute cette présentation d'architecture. Comment s'arranger pour agencer ces bâtiments. Dans un article publié sur Writer Unboxed, l'auteur introduit son article de la sorte. Il présente un livre dans lequel un personnage est montré à l'intérieur d'une pièce décrite comme étant une chambre avec des fenêtres des trois côtés. Problème, on nous a précisé précédemment que cette pièce était à l'intérieur d'un manoir rectangulaire. Il n'y a pas besoin d'avoir 8 ans en architecture pour comprendre que ce n'est juste pas possible. Au maximum, il peut y avoir 2 murs avec des fenêtres à l'intérieur de cette pièce. Maintenant, est-ce que c'est fondamentalement un problème? Quelqu'un qui ne cherche pas totalement à être attentif aux moindres détails va probablement le manquer. Néanmoins, des erreurs de caractérisation comme celle-là enlèvent un petit peu de crédibilité. Et même si celle-ci n'est pas forcément directement perçue par le conscient, le subconscient, lui, prend un petit peu note de ce qu'il se passe. Peu à peu, on vient à questionner en réalité ce que l'on est en train de lire. On vient à questionner le matériau. Là où, eh bien, c'est juste un simple détail qui n'a aucune importance pour l'histoire. Quoi, cela peut même mener sur de fausses pistes. On peut s'imaginer que telle particularité architecturale qui semble totalement incongrue est peut-être une clé pour la résolution d'une enquête. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de coucher sur papier un plan de l'endroit dans lequel se passe l'affaire. Est-ce que pour autant, justement, et l'article le questionne aussi, on se doit de forcément tout dessiner, méticuleusement, faire des plans pour chaque chose existante? Je ne pense pas. L'article non plus, d'ailleurs. La raison étant que, eh bien, si jamais on généralise cela au cadre d'un monde plus grand, qu'on n'est pas forcément dans une scène à huis clos où on contrôle absolument toutes les variables, mais qu'on va soit sur d'autres médias tels que le jeu de rôle, ou que l'on s'écarte un petit peu du cadre où on n'aurait que quelques pièces à décrire, la tâche devient instantanément immense. Pour autant, faire aucune caractérisation, quel qu'il soit, et ne pas se poser la question sur les conformations des lieux, mène à ce genre d'écueil, et mène plus largement à un monde un peu fade, un monde que je qualifierais presque de carte postale. Un monde où en fait simplement vous déposez vos personnages et vous changez juste un fond qui n'est qu'un fond en 2 dimensions, qui n'a pas spécialement de saveur, qui est juste là pour faire beau, mais qui n'a pas d'identité propre. Et justement, l'identité va être une question récurrente. Elle va être une question de style, elle va être une question de praticité, et elle va être une question d'application, que l'on va voir tout au long de cette chronique. Lorsque l'on vient à se poser la question du traitement de l'architecture en world building au niveau du milieu académique, on s'aperçoit qu'assez rapidement il y a très peu de sources. Il y a très peu d'articles qui ont été proposés sur le sujet. Même en fouillant assez profondément, au final je me suis retrouvé à avoir assez peu de sources sur le sujet.
De manière un peu contre-intuitive, partiellement, ce que j'ai trouvé en masse par contre, c'est la question du rapport entre l'architecture et le jeu vidéo. Dans cet article, Analyzing the Correlation of Game Worlds and Built Reality, Depiction, Function and Mediality of Architecture and Urban Landscapes, l'article s'attaque au transfert des théories, termes, méthodes, depuis les champs de recherche tels que la théorie architecturale, la philosophie, la critique et l'histoire, aux disciplines du game design et du game research. La question, en fait, est ici d'analyser les mondes que l'on peut créer via justement des moteurs de jeux vidéo et faire expérimenter des personnes ces aventures à travers le regard justement de professionnels de d'autres milieux. Et au final, les conclusions qu'il tire s'avèrent assez intéressantes. La question, en fait, est justement d'établir un lien entre structure et fonction, un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment. Et il s'avère qu'on peut très facilement transposer cela au world building. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cet article? Eh bien, le game design a une chose qui est très rapprochée du world building. En effet, lorsque l'on fait du game design, en fait, on cherche à agencer les choses d'une certaine manière, à présenter selon un axe logique, mais scénarisé, l'ensemble de ce que le monde est aux joueurs. C'est une démarche qui se doit d'être didactique, qui se doit d'être entraînante, comme se doit de l'être un roman, un jeu de rôle, ou quelque univers qu'il soit, présenté par un média. C'est justement une des thèses qui est développée à l'intérieur du second article que j'ai pu être amené à rechercher sur le sujet. Fictional Vernacular Architecture as World Building Element, Structure Sample from the World of Warcraft Video Game. Et dans cet article, on va se poser la question de savoir comment est-ce que on va représenter les différentes peuplades, les différentes contraintes qui vont s'appliquer sur telle ou telle région à travers l'architecture, et comment celle-ci devient elle-même une caractéristique, et comment celle-ci devient une caractéristique marquante, une esthétique qui va transcrire tous ces éléments. Donc, comme on peut le voir ici, où ils décrivent simplement différence entre les bâtiments de différentes factions, et où ils vont donc analyser cela en regard de l'histoire qui est décrite à travers le jeu, et également des ressources qui sont montrées comme étant disponibles aux alentours des grandes capitales. En plus de cela, à l'intérieur de ce même article, ils viennent majoritairement avec l'angle de l'architecture vernaculaire, car on peut, dans un jeu vidéo, promener à l'intérieur de bâtiments de personnes qui vont être plus modestes et qui ne vont pas spécialement être des grands seigneurs, grandes personnes qui vont avoir énormément de moyens et qui vont avoir une extrême influence et donc pouvoir quasiment construire le bâtiment qu'ils souhaitent au final, mais au contraire aller vers des demeures plus humbles et voir comment est-ce que celles-ci ont été imaginées par les game designers et les développeurs du jeu. Et ce travail, pourquoi est-ce que je vous le mets autant en avant? Eh bien parce qu'il est très proche de celui que vous, en tant que world builder, vous allez avoir à faire. Certes, la composante de modéliser cet environnement en 3D en moins, vraisemblablement, malgré tout, vous aurez tout de même à vous poser toutes les questions qui peuvent être abordées par ce genre de corps de métier. C'est pour cela que faire un pont vers le monde du jeu vidéo me semble assez pertinent en termes d'environnement 3D. Je vous mets les liens vers ces articles en description si jamais vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus. N'hésitez pas, leur lecture est très aisée et ils apportent beaucoup d'éclairage sur le sujet. Aussi, dans nos sociétés sédentarisées, on va pouvoir distinguer deux types de grandes architectures. D'un côté, l'architecture vernaculaire, donc autrement dit l'architecture commune, celle qui va concerner au final la majeure partie des bâtiments, ceux qui ne seront pas des bâtiments officiels, ni spécialement des bâtiments à caractère religieux, mais beaucoup plus ceux qui relèveront de la première nécessité. Et dans ce cas-là, ils vont être beaucoup plus aménagés dans le sens de la praticité avant l'esthétique, sauf dans une période d'extrême opulence où la concentration de la société serait beaucoup plus tournée vers ce genre de problématique. Hormis ce cas spécifique, l'architecture vernaculaire va retranscrire l'état des lieux, va donner une photographie à un instant T de l'état dans lequel se trouvent les alentours de la cité qui est en construction. Il y a beaucoup de pierres, par exemple, eh bien il y aura plus d'usage de pierres dans les constructions. Et à l'inverse, il y en a très peu, cette pierre va être plus redirigée vers d'autres styles de bâtiments, considérés du coup comme un matériau noble, et à l'inverse, on va plus aller vers par exemple du bois et de la chaume pour construire les bâtiments. La seconde catégorie de bâtiments, en effet, étant les bâtiments plus administratifs, plus formels, qui eux se doivent d'avoir une sorte de code, pour soit être un signe de prestige, soit honorer une quelconque divinité. Quel que soit le biais par lequel cette sacralisation s'applique, on va en effet avoir des marques ostensibles de ce pouvoir, de cette richesse qui vont transparaître sur les bâtiments. Et ça va être le point un petit peu que l'on va retenir des civilisations
passé. Si on prend l'exemple du Moyen-Âge en France, on va bien plus aisément se souvenir de l'architecture d'un grand château du long de la Loire plutôt que de l'architecture de la chaumière d'un paysan. Pour autant, ces châteaux du long de la Loire sont minoritaires par rapport aux demeures des paysans. Mais ils ont été conservés pour plusieurs raisons. Déjà, en tant que patrimoine historique, ils subissent des restaurations régulières, mais au-delà de ça, c'est des bâtiments qui étaient beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes, car ils avaient d'autres fonctions que simplement abriter une famille pendant 1 à 2 générations. Et ils avaient beaucoup plus de moyens pour les construire. Aussi, l'architecture dont on va se souvenir, ce sera celle des grands châteaux, et pas spécialement de toute la population qui a vécu à côté, et qui pour autant, dans n'importe quel monde que vous créez, est tout aussi existante. Tout le monde ne vit pas dans des châteaux. Aussi, cette architecture vernaculaire a une véritable importance au sein de la création d'un univers. Cela va représenter comment est-ce que les personnages vivent au quotidien. Cela va donner un état global de santé de la population. Le fait qu'il y ait par exemple un système de canalisation qui amène de l'eau courante ou simplement des baquets, le fait qu'il y ait une pièce destinée au bain à l'intérieur, que les murs soient faits en pierre ou qu'ils soient faits en simple chaume, tout cela va donner beaucoup d'informations sur l'état global à la fois de revenus, mais également de ressources à proximité et de conscience environnementale que les populations ont. La dimension spatiale de l'architecture va s'appliquer à plusieurs niveaux. On a certes bien évidemment le niveau au sein même de la construction, donc par exemple le découpage des pièces, mais aussi on a une échelle plus large, par exemple la notion de la rue, l'agencement d'une ville même. Parce que si l'architecture va à la fois concerner le style et l'agencement dans l'espace d'un bâtiment, va aussi considérer la position de ce bâtiment vis-à-vis du reste des bâtiments qui sont déjà construits ou bien prévus. Car si jamais on cherche par exemple à placer une tannerie, on cherche à la placer dans un village, on va vraisemblablement la mettre assez proche de l'atelier de celui qui travaillera le cuir après coup, pour limiter les va-et-vient des artisans, pour faciliter la production, mais en même temps pour confiner ces activités qui auront des senteurs particulières à un même quartier, un quartier qui ne sera pas forcément résidentiel. Et on comprend qu'on a plusieurs contraintes qui s'accumulent. La notion d'architecture ne vient pas du coup simplement en tant que esthétique d'un bâtiment, au-delà de ça, placement de ce bâtiment au sein d'une communauté. Et donc la partie sociétale vient d'autant plus s'appuyer sur cet aspect. Dans un article proposé par Michael Tedin, une thèse assez intéressante y est développée. D'une part, l'architecture va dépendre de l'environnement. Jusque-là, il n'y a pas trop de nouveautés par rapport à ce que je viens de vous raconter avant. Mais là, on va se placer sur un cadre un peu plus large. Certes, on a parlé de contraintes de ressources, on a parlé de contraintes météo, on a parlé de contraintes de dangerosité. Pour autant, toutes celles-ci s'inscrivent dans un cadre plus large, celle de l'organisation de votre monde. En effet, la question de la présence ou non de ressources dépend de la présence ou non des biomes spécifiques dans lesquels les ressources vont s'inscrire. Si vous avez besoin d'une roche particulière volcanique, en effet, s'il n'y a aucune trace d'activité volcanique à proximité, il y a très peu de probabilité qu'elle se trouve là. Et donc, tout le système de tectonique des plaques, si jamais vous en avez introduit, de toute autre mécanique qui se substituerait à celle-ci, de comment est-ce que la roche se forme, de comment est-ce que les précipitations se font, par exemple se briser contre les montagnes, provoquant de hautes pluies qui vont venir charrier des lots élevés de sédiments, toutes ces composantes-là de terrain vont rentrer en compte. La composante de création de cartes que vous aurez probablement effectuée préalable va entrer en jeu sur les ressources disponibles. D'une part, qui vont être intéressantes quant à l'implantation d'une cité à tel ou tel endroit, parce que en effet, s'il n'y a pas au moins une ressource majeure, pourquoi s'installer plutôt à cet endroit-là qu'à un autre endroit? Et par ressource, j'entends soit une ressource d'une nature vraiment terre à terre, telle que de la pierre, poisson ou même spirituel, lien avec une quelconque divinité que vous auriez créée à l'intérieur de ce monde, qui fasse que, en dépit de tous les dangers, de tous les manques de ressources, on vienne à s'installer là malgré tout. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez à vous poser la question de qu'est-ce qu'il y a à disposition. Si vous avez en tête une certaine culture, justement, ce qui est décrit dans cet article-là, vous avez deux choix. Vous cherchez sur votre carte et vous trouvez un endroit qui correspond particulièrement bien en termes de ressources. Vous installez votre cité avec sa culture, sa population à cet endroit-là. Deuxième choix, vous ne trouvez pas spécialement ou alors l'endroit ne vous convient pas du tout, vous préférez les mettre à un autre endroit. Et dans ce cas-là, il va falloir faire du reverse engineering, donc autrement dit revenir en arrière à travers les étapes pour placer les ressources qui sont nécessaires à l'établissement de ce peuple et voir d'où est-ce que ces ressources pourraient provenir, et donc modifier le terrain en conséquence, et donc modifier la carte d'origine en conséquence, afin de permettre
l'élaboration de ces ressources. Dans l'article présenté par Michael Tedin, on parle de Louis Sullivan qui a présenté le concept de l'utilité en architecture avec une phrase, la forme suit la fonction. Autrement dit, lorsque vous êtes face à un bâtiment, la structure qu'il va avoir va dépendre de sa fonction. Majoritairement de cela. Certes, il va y avoir la question de l'ornement de celui-ci qui va peut-être se poser si vous n'êtes pas spécialement sur un bâtiment vernaculaire. Dans la plupart des cas, la question de la fonction va se poser. Et même dans le cas des bâtiments non vernaculaires en réalité. Si on imagine un château splendide, sa fonction est tout de même de montrer la richesse. Donc justement, il va faire au maximum pour mettre celle-ci en avant. Et à ce titre-là, il va falloir que vous réfléchissiez à chaque fois à la fonction des bâtiments. Pourquoi est-ce que vous l'implantez là? Et de là, vous en faites découler l'esthétique. Quand j'ai dit que l'architecture était constituée d'une part de l'architecture vernaculaire et de l'autre part de l'architecture un peu plus prestigieuse, en vrai j'ai un peu grossi le trait. Il y a plus ou moins une troisième catégorie. Je dis bien plus ou moins, dans le sens qu'on pourrait la faire passer dans l'architecture vernaculaire, mais celle-ci est parfois tellement imposante qu'on ne peut pas s'empêcher de la faire passer dans l'autre catégorie. Je veux bien sûr ici parler des infrastructures. Et par infrastructure, en fait, j'entends à peu près toute chose qui a un usage au niveau de la communauté, qui va être partagé en termes d'usage, et qui va pas forcément être directement un bâtiment avec un toit. Un aqueduc, par exemple, est une infrastructure. Ceux-ci participent à l'architecture même s'ils ne s'inscrivent pas directement forcément dans les cités. Un grand réseau routier ne va pas s'inscrire dans une ville particulière, il va être l'interface entre toutes ces villes. L'aqueduc, dont on vient de parler, pas non plus directement à l'intérieur de la cité romaine. Il se trouve à l'extérieur, il fait le lien entre une source d'eau et, de l'autre côté, la cité, afin d'approvisionner celle-ci en eau. La question des infrastructures, de comment est-ce qu'elles impactent l'environnement, et vient aussi questionner les mœurs de votre société et les ressources qui sont nécessaires, les ressources qui sont disponibles. La question de cet aqueduc ne se serait pas posée si jamais il y avait une source d'eau à l'intérieur même du village. Là, c'est bien parce qu'il a fallu amener de l'eau depuis loin pour l'utiliser à l'intérieur de la ville. Dans ce cas-là, ça veut dire que la ville avait quand même une autre raison d'être là. Sinon, fondamentalement, on pense qu'il serait allé la construire au niveau de la source d'eau. Il ne se serait pas embêté à construire un immense aqueduc qui amène jusque-là. Et les infrastructures, quelles qu'elles soient, tendent à vouloir résoudre ce genre de problème. Et en le faisant, elles en posent d'autres. Quels sont les moyens techniques qui sont disponibles? Et en fonction de cela, y a-t-il vraiment nécessité de cette infrastructure? Ou au contraire, cette infrastructure est-elle possible à construire à l'intérieur de l'univers? Aussi, via cet exemple, on comprend rapidement que l'architecture ne s'arrête pas aux limites des zones directement habitées. Elle concerne également les zones soit que l'on cherche à s'approprier, soit par lesquelles on se doit de faire transiter des ressources. Et en fait, ça porte en tant que clé à ce problème immense qu'est la sédentarisation, comment amener autant de ressources pour autant de personnes qui sont condensées en un seul et même endroit. À ce stade, bien évidemment, ce que vous devez vous dire, c'est que la tâche à faire est à peu près insurmontable. Et je vous comprends, si jamais vous êtes dans ce genre de réflexion, sachez-le, voir la somme de travail qu'il y a à faire et se dire qu'on n'a pas de l'expertise dans tous ces domaines, directement, ça peut décourager un peu. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, vous n'avez pas forcément à faire tout ce travail, parce que vous n'allez pas forcément avoir le cadre de votre récit qui va se déplacer à travers toutes vos cultures. Donc pour certaines, vous pouvez faire de la caractérisation minimale en attendant d'être dans une situation où vous devez réellement vous y plonger. Ensuite, malgré tout, pour le travail que vous avez à faire, parce que oui, il va tout de même y en avoir, vous avez plusieurs choses qui vont s'offrir pour vous. Déjà, vous avez l'aide de l'intégralité des ressources qu'on a pu un petit peu balayer, donc notamment le Reddit World Building, sur lequel il y a beaucoup d'avis et lequel je vous invite à poster si jamais vous avez des questions, parce que celles-ci sont vite répondues et apportent souvent des réponses assez détaillées et assez fournies. Mais au-delà de ça, on a plusieurs outils, certains qu'on a pu déjà couvrir sur cette chaîne et d'autres qu'on va pouvoir présenter dès maintenant, qui peuvent un petit peu nous aider dans cette tâche. Tout d'abord, les générateurs de cartes et plus particulièrement les générateurs de villes. On a en effet déjà pu couvrir un petit générateur de la sorte, où simplement on définissait quelques caractéristiques pour la cité qu'on avait envie de générer, et l'agencement des rues se faisait automatiquement. Un petit peu éditer ceci afin de corriger l'angle de certaines rues qu'on n'apprécie pas particulièrement, diviser un petit peu plus des quartiers, déplacer les frontières de tel ou tel territoire, et en sortie on obtient une ville cohérente en termes de structure qui nous permet tout de même de placer différents quartiers, de placer différentes esthétiques et donc de délimiter des zones sans avoir à tout créer, sans avoir à tout penser. On peut rapidement ainsi
créer une première ébauche de ce à quoi ces cités vont ressembler et de comment elles sont organisées. De plus, ça peut donner des petites idées en termes de structure qu'on peut appliquer par la suite plus généralement à d'autres endroits. Par ailleurs, une chose à laquelle on peut avoir assez facilement accès sur internet et qui peut beaucoup nous aider, c'est les cadastres. Instinctivement, c'est vrai que c'est pas la chose la plus sexy dont on n'ait jamais entendu parler, et pas non plus la première chose à laquelle on pense quand on parle de world building. On peut accéder à des vieux cadastres, et on peut, même via les cadastres récents, comprendre l'agencement des parcelles, comprendre un petit peu le morcelage retracé de l'histoire locale. S'intéresser à celle-ci permet de comprendre les dynamiques locales d'attribution de territoire et d'agencement de bâtiments les uns par rapport aux autres. En effet, si une rue marchande est faite de telle ou telle manière, c'est parce qu'il y a un historique, c'est parce qu'il y a un antécédent. Les bâtiments ne sont pas des structures fixes où on les place à un instant T dans le temps et ils restent là et ils font leur vie. Ils évoluent en même temps que tout leur entourage évolue. Ensuite, pour voir les possibles et faire un petit peu le lien avec notre introduction, en quelque sorte. On n'a pas tous forcément une bonne capacité à se représenter des volumes en 3D. Ce n'est pas forcément la chose la plus aisée, je l'admets. Et aussi, pour vous, qui souffrez peut-être un petit peu de cela, je vous conseille de vous plonger du côté des outils de modélisation 3D. Rien de compliqué, pas de Blender, pas d'histoire comme cela, sachez qu'il existe des logiciels, par exemple, dans les derniers en date que j'ai pu utiliser, je citerai Tailspire, qui vous permet de modéliser des petits environnements 3D et de vous rendre compte de l'agencement de bâtiments par rapport à d'autres, ou bien de comment simplement installer vos bâtiments. Toutes ces questions-là, en fait, en manipulant directement les volumes en 3D, en vous disant « Ouais, mais si je fais un bâtiment qui a cette forme-là, en fait, j'ai pas du tout la place de mettre la pièce là que j'avais envie de mettre à l'intérieur. » Pour des questions d'échelle très locale, de un bâtiment par rapport à un autre, ça vous permet totalement de répondre à ce genre de questions, vous dire que c'est vraisemblable ou pas du tout. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris quelques petites choses au passage. Si jamais c'est le cas, sachez que vous avez plusieurs moyens de le faire savoir et de soutenir mon travail. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement, vous connaissez la chanson, mais tout ça, ça aide vraiment. Ça permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait bien ou pas. Et au-delà de ça, ça permet vraiment de pousser ce genre de contenu en avant sur la plateforme. C'est par ça, en fait, que vraiment vous retrouverez sur le côté, dans votre petit algorithme, d'autres vidéos de ce style. Si jamais le cœur vous en dit et que vous en avez les moyens, sachez que j'ai ouvert un Utip pour à la fois soutenir ces programmes et une émission qui s'intitule Rolls, que je fais sur Twitch à fréquence environ mensuel où on invite des personnes du milieu du jeu de rôle, de la création, pour discuter de thématiques qui nous sont chères, ainsi vous faire une émission en live d'environ 3 heures, dont les replays sont d'ailleurs disponibles sur cette chaîne. Bien évidemment, sachez que le plus grand soutien sera toujours le partage, et lui, il est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Taros, salut!